ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour a fait partie de la police, mais il a eu un rôle assez particulier qui va nous détailler ici. L'hôte du jour c'est Gilles Rex. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour Audrey, ça va et vous? Ça va, ça va. Ravi de vous recevoir ici. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, un honneur pour moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Gilles Rex, je suis un ancien major de police, je suis actuellement à la retraite. J'ai travaillé pendant 37 années dans la police, dont 26 en police technique et scientifique. D'accord, donc déjà, on va parler de votre livre qui est ici, Parmi les morts, publié aux éditions Mareuil, que je montre ici. On va y revenir, mais d'abord, pourquoi vous avez souhaité entrer dans la police? Est-ce que c'était une vocation? Alors, comme tous les petits garçons, je pense, ou toutes les petites filles, on a des métiers comme ça qui nous attirent. Et moi, effectivement, depuis que j'étais enfant, autour d'une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais à la campagne et il n'y avait que des gendarmes qu'on voyait passer dans leur 4L à l'époque, là, leur 4L bleu. Mais moi, je m'imaginais être dans la police et plutôt sur une moto. Bon. Et un jour, mes parents, qui connaissaient un vieux flic en retraite qui habitait dans un petit village à côté de chez nous, il s'appelait Jean Dumur, m'amènent le voir et en disant, voilà, le fiston est intéressé par la police. Et là, il va me prêter un pressbook qu'il avait de ses anciennes affaires, où il y avait tous les procès-verbaux tapés à la machine à l'époque, agrémentés de photographies de ces affaires-là, plutôt en noir et blanc, et des articles de presse. Et il me laisse ça pendant quelques semaines et je rentre chez moi dans ma chambre et me voilà parti dans ces affaires-là. Et donc je me suis plongé dans des affaires comme ça et tout le monde autour de moi a trouvé ça normal, alors que moi je pense qu'à 12 ou 13 ans je ne laisserais pas mes enfants regarder ce genre de choses. Mais voilà. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a influencé mon avenir et puis mon goût pour devenir policier. Mais effectivement, arrivé au bac, 1 ou 2 années de fac à Limoges qui n'ont pas très très bien marché, j'ai dit, allez, je vais passer des concours et c'est comme ça que je suis rentré dans la police. Et dans le pressbook, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pressbook-là? Alors le pressbook, c'était des affaires qui se passaient ou en Dordogne ou dans le Limousin, là tout autour de chez moi, parce que je suis originaire d'un village qui est entre Limoges et Périgueux. Et lui, il avait travaillé là. Et donc, il y avait des affaires qui se passaient souvent à la campagne. Lui, c'était un enquêteur de police judiciaire. Et il allait donc à la campagne, dans des fermes ou chez des paysans qui avaient été ou victimes de crimes ou alors qui a été auteur et qui avaient commis des infractions de crimes ou de délits, quoi. Et c'est ce qu'il détaillait dans ces affaires. Donc, ok. Après, vous décidez d'entrer dans la police. Est-ce qu'on peut revenir sur ce parcours-là? Alors après, donc, je passe les concours. Je suis admis au concours de gardien de la paix. Je rentre à l'école à Clermont-Ferrand, à Aubière, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand, donc dans un centre de formation de la police. Ça dure 6 mois. Là, j'en sors bien classé, major de cette petite promotion-là. Et je peux choisir, donc sur la liste de mon classement au niveau national, là, je peux choisir mon poste. Et je vais choisir un poste qui est en région parisienne, à Saint-Cloud, au commissariat de Saint-Cloud, dans l'ouest parisien. Et là, je vais être affecté dans une brigade où là, je fais du service général, la police secours, etc. Tout ce qu'on a à traiter sur la voie publique, des interventions, des interpellations, les accidents routiers. Et là, j'y reste pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et une affaire va se déclencher au niveau des inspecteurs de police à l'époque, ceux qui sont à l'étage, qui font la police judiciaire, là, donc les enquêtes avec les procès-verbaux. Et ils vont me demander de les accompagner sur une affaire, mais juste en observateur et pour garder un garde à vue qu'ils ont avec eux. Et ça se passe plutôt bien, je suis intéressé par ce qu'ils font. Et quelques semaines après, ils reviennent me chercher parce que 2 des leurs partaient dans une école de police à Toulouse
et il y avait de la place. Et ils m'ont dit, comme tu étais intéressé par la dernière affaire, et on a vu que ça t'intéressait, nous, ça nous conviendrait, est-ce que tu veux pas venir avec nous? Et donc, j'ai été détaché avec l'équipe des inspecteurs. Et là, j'y suis resté une dizaine d'années, quoi, hein, 8 ans, je crois, et jusqu'en 1994, où là arrive un télégramme, hein, dans la police, on appelait ça des télégrammes, c'est-à-dire des ouvertures de postes dans différents domaines, dont un qui m'intéresse plus particulièrement et qui évoque et qui parle de l'ouverture de postes de police technique et scientifique sur notre département du 92 et partout en France d'ailleurs, qui n'existait pas encore. Alors la police technique et scientifique, ça existe depuis très très longtemps, mais elle était concentrée sur Paris, dans un service particulier qui était au 36 quai des Orfèvres et qui s'occupait plutôt des grosses affaires criminelles, quoi. Mais là c'était un télégramme que le ministre demandait la création de services locaux de police technique pour aller chez les gens, pour développer cette police technique et scientifique, aller traiter tous les petits délits qui se passaient chez les gens. Des cambriolages, par exemple, ce qui n'était pas fait avant à cette époque-là. L'informatique, les budgets gagnaient tous les services de police et donc se développaient. Et c'est comme ça que j'ai postulé sur ce télégramme-là et que j'ai été pris pour intégrer les premiers postes de police technique et scientifique sur le 92. Vous avez une appétence particulière pour cette branche-là, ou c'est parce que vous avez dit que c'était une opportunité? Alors, je me suis dit les deux. Je me suis dit, c'est une opportunité. Et pourquoi c'était une opportunité pour moi? Parce que c'est quelque chose dont je savais que ça existait. Je ne savais pas ce qu'ils y faisaient exactement, hein. Personne ne savait trop ce qu'ils y faisaient parce qu'ils venaient pas. C'était compliqué d'avoir ces gens de la police technique et scientifique. Je me suis dit, ça c'est une opportunité parce que j'avais envie de le faire. Et en plus, je me suis dit, c'est quelque chose que tu dois pouvoir faire assez facilement parce que j'ai été élevé dans une ferme, moi, dans le Limousin, à la campagne. Et donc, pour moi, les traces, que ce soit des traces d'animaux, des traces de pas, les traces que laisse la nature, les saisons en passant et tout, je me suis dit, eh bien, ça doit être un peu ça. Un peu comme différents jeux qu'on pouvait faire quand on était enfant. Rechercher des traces, des empreintes. Eh bien, là, c'est la même chose. Sauf que tu vas rechercher des traces et des empreintes de personnes, en fait, hein, d'humains, avec différentes techniques. En plus, en utilisant des poudres et des pinceaux. Moi, j'adore dessiner, je peignais, je dessinais déjà à cette époque-là. Donc, je vais faire quelque chose que je connais de mon enfance avec des outils que je fais dans ma passion et dans mon quotidien, quoi. Et donc, c'est presque ce qui s'est passé, avec une formation spécifique, très technique, mais je suis entré, c'est pas un jeu, hein, évidemment, quand on va sur une scène de crime, il n'y a rien d'un jeu, mais l'approche, pour moi, était presque naturel, quoi. Ouais, c'était ce qu'on peut dire vocation. Alors, une vocation, ouais, je ne sais pas si c'est... Peut-être, ouais, c'est une vocation. La vocation, je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'en fait, on a envie des fois de faire des choses et on peut s'apercevoir que ça ne nous correspond pas. Donc après, on change de voie, on fait autre chose et tout. Mais effectivement, si c'est ça la vocation... On a envie de faire quelque chose. Moi, j'ai eu envie de faire ça. Et là, ça m'a correspondu totalement, quoi. Est-ce que vous seriez vu dans un autre service à part celui-là? Avec le recul, là, franchement, avec le recul, je dois dire que non. Je dois dire que si je devais tout refaire, là, je referais exactement la même chose. Et à l'époque, je ne pouvais pas entrer dans la police technique et scientifique plus tôt qu'en 94. Parce que c'est là où ça s'est débloqué pour nous, pour les gardiens de la paix. Avant, il n'y avait que des inspecteurs, des enquêteurs qui pouvaient faire ça. Et à partir des années 90, les gardiens de la paix ont eu l'opportunité de prendre des responsabilités en procédure judiciaire. Ils sont devenus OPJ, officiers de police judiciaire, et c'est un nouveau service d'investigation, comme la police technique et scientifique, s'ouvrait à nous. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc là, c'était bien. Mais si j'avais pu le faire avant, maintenant, avec le recul, je sais que je ferais ça plus tôt même. Alors, j'ai adoré la procédure judiciaire au commissariat de Saint-Cloud, mais ça reste des procédures assez limitées. C'est pas comme les procédures judiciaires que font la brigade criminelle, la BRB, les stupes, les mineurs, etc.
Là, c'est plus compliqué, c'est des choses plus complexes. Mais vraiment, j'ai trouvé cette voie-là comme m'ayant correspondu au maximum. Mm, mm, mm. Et en quoi ça consiste justement la police technique et scientifique? Alors, il y a plein de métiers dans la police technique et scientifique, hein. Il y a déjà pas mal de personnel qui sont formés de manière différente. En plus, j'ai quand même eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai intégré. Alors, tout au début, pendant les 6 premières années, j'étais sur le département du 92, où là, c'était des petits services, des petites structures. On était 4 dans nos services locaux de police technique. Donc là, on a appris notre métier. On a appris toutes. C'était des choses simples qu'on faisait. On allait sur les scènes de délit, les cambriolages, les vols dans les voitures, ce qu'on appelait les vols à la roulotte. Et avec nos poudres et nos pinceaux, on cherchait des traces papillaires, c'est-à-dire des traces de doigts. On allait chez les gens, on discriminait, c'est-à-dire qu'on prenait les empreintes des gens et puis on regardait si c'était pas à eux. Et on faisait aussi la photographie des lieux, on faisait le plan, et on tirait, à cette époque-là, on tirait nos propres photos, c'est-à-dire qu'on développait nos négatifs, nos films négatifs, et on avait une machine pour le tirage papier. Donc on faisait ça. On avait comme des petits aquariums, hein, c'était des petites Sorbonnes où on pouvait faire quelques examens physico-chimiques avec de la colle cyanoacrylate, hein, pour faire apparaître des empreintes sur des choses en plastique, hein, puisque avec les poudres et les pinceaux, ça ne fonctionne pas. Il faut plonger ces objets en plastique dans ce petit aquarium. On fait une fumigation de colle cyanoacrylate. Ça se dépose aux endroits où il y a des empreintes et ça les fait apparaître en blanc. Après, on les photographie et on les rentre dans l'ordinateur, le fichier des empreintes digitales. Donc tout ça, c'était au début, c'était les 6 premières années. Donc là, on apprenait notre métier. Et puis, les Nanterre, hein, c'était les Hauts-de-Seine. Nanterre, c'est un département, les Hauts-de-Seine, qui est très riche, qui a beaucoup de moyens. Et donc, et qui favorisait. Notre implantation était très confortable, très bien équipée. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, on demandait, on l'avait. Voilà quoi. Et je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans certaines administrations. Et nous, c'était le cas pour nous aussi. Donc, et là, à partir de là, nos supérieurs donc, ont insisté pour qu'on intègre des formations un peu plus spécifiques. Donc là, déjà à cette époque-là, à Nanterre, je suis devenu technicien de scène de crime, hein, donc formateur dans ma spécialité, c'est-à-dire qu'on formait tous nos collègues à la signalisation d'individus. La signalisation, c'est très important puisque c'est ce qui alimente les fichiers de police. Signaliser une personne, c'est que tous les jours, là, dans tous les services de France, de police et de gendarmerie, il y a des gens qui sont placés en garde à vue. Parce qu'ils ont volé une voiture, ils ont roulé en état d'ivresse, et ils ont commis un crime, etc. Ils sont placés dans le cadre de la garde à vue. Et toutes ces personnes-là vont être signalisées. C'est-à-dire qu'on va leur relever quoi? Leur dessin des 10 doigts, des paumes aussi, faire une photo, face, profil, un signalement descriptif de la personne, son âge, ses tatouages, ses cicatrices, s'il y a des amputations, tout ce qui peut la faire, sa couleur de peau, des yeux, des cheveux, etc. Et aussi, on va lui prendre un kit salivaire, hein, pour obtenir, avec les cellules qu'on va frotter à l'intérieur de sa joue, son ADN. Et tout ça va alimenter les fichiers. Les empreintes et les paumes vont alimenter le fichier des empreintes. L'ADN va alimenter le fichier de l'ADN. Et tout ça, donc, ça va être nos collections de références. Ça va permettre donc de comparer les empreintes d'un individu qu'on connaît, son ADN qu'on connaît, avec des choses qu'on va retrouver sur les scènes de crime ou sur les scènes d'infraction ou les cambriolages. Hein, c'est ce qui sert à, voilà. Donc là, la signalisation. Donc moi, j'étais référent aussi et formateur pour apprendre à nos collègues à signaliser, parce que nous, tout seuls, à 4 à Nanterre, on ne pouvait pas signaliser toutes les gardes à vue du département et de partout. Donc, il fallait qu'on forme nos collègues dans les commissariats. Donc, là, j'en ai formé des centaines, hein, des gens comme ça, des centaines, mais vraiment. Donc, sur des années, des centaines. Ça a duré 6 ans, cette formation. Et à partir des années 2000, l'identité judiciaire, l'IJPP,
l'identité judiciaire de la préfecture de police à Paris, au 36, embauchait des gens. Ils en voulaient. Et comme moi, je ne faisais pas, on en faisait très peu d'affaires criminelles sur le 92, elles étaient réservées au 36, puisque c'est eux qui avaient le plus de moyens, le plus d'expérience, etc. Eh bien, j'ai dit, je vais aller au 36, parce que moi, j'ai envie de faire des affaires criminelles, et je veux sortir sur les affaires criminelles. Et c'est ce qui s'est passé. À la première demande, j'ai été pris. Évidemment, ils étaient contents de nous voir. On était formés, on savait déjà faire plein de choses. Et je suis sorti directement. J'ai été affecté dans une section des empreintes digitales pour me rendre sur le terrain sur ces affaires-là. Mais il n'y a pas justement de distinguo entre la police. En fait, c'est une continuité. L'identité judiciaire et la police technique et scientifique, c'est juste une continuité. C'est le même bloc. Alors, quand je dis c'est compliqué, il y a plusieurs métiers différents. C'est-à-dire qu'il y a les services de police, tout le territoire national est maillé, si vous voulez. Tout le territoire national, il y a de la police technique et scientifique sur tout le territoire, en police et en gendarmerie. Une empreinte digitale, de l'ADN, c'est la même chose pour un gendarme ou un policier. Ils ont des services dans tous les départements, dans différents secteurs, qui peuvent sortir sur le terrain pour gérer une scène d'infraction. Quand ils vont trouver ces gens-là qui sont spécialisés, qui sont formés pour aller rechercher des empreintes, faire les photos, faire les plans, faire les prélèvements biologiques sur une scène d'infraction, ils vont les faire, ils vont prendre tout ça, ils vont les identifier d'abord, les conditionner, les prélever et les transmettre, les mettre sous scellé. Ce sont les services enquêteurs qui vont mettre toutes ces traces et ces indices sous scellé. Ces scellés vont être transmis à des laboratoires de police techniques et scientifiques pour être analysés. C'est-à-dire qu'on a les gens qui sortent sur le terrain, ceux dont on parle là, et d'autres aussi qui travaillent dans des laboratoires pour analyser les scellés qui sont prélevés sur le terrain. Ces laboratoires, pour la police, sont au nombre de 5. Il y a Lille, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Chaque région de France dépend d'un laboratoire. Et pour la gendarmerie nationale, il y a un grand laboratoire qui est l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de gendarmerie nationale, qui se trouve à Cergy-Pontoise maintenant. Et eux, ils sont compétents pour le territoire entier, pour tous les gendarmes du territoire qui vont leur envoyer leur prélèvement. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et dans les gens qui sortent sur le terrain pour gérer les scènes d'infraction ou dans les laboratoires, il y a plusieurs métiers différents. C'est-à-dire que ceux qui sortent sur le terrain, on va avoir besoin de spécialistes de photographie, on va avoir besoin de spécialistes. Dans mon service, il y a 200 personnes. Dans le service où j'ai travaillé à Paris, il y a 200 personnes. Quand je suis parti, il y avait 200 personnes, avec plusieurs sections. Dans ces sections-là, il y a des spécialistes photographes, il y en a qui savent faire le portrait robot, il y en a qui rentrent toutes les fiches de signalisation dans l'ordinateur du fichier automatisé des empreintes digitales. Il y en a qui sont à la téléphonie, vidéo, le son. Donc, on a tout un tas de catégories de personnes qui sont formées en fonction du besoin du service, quoi. Et dans les 5 grands laboratoires, et celui de l'IRCGN, qui développent qui analysent tous les scellés qui sont faits sur le terrain, eh bien là, c'est pareil. Ils sont encore plus pointus en police technique et scientifique, puisqu'ils sont embauchés sur des formations très particulières. Ce sont des ingénieurs, des biologistes, il y a des informaticiens, etc. Il y a des balisticiens, les balistiques. Donc, vous voyez, donc il y a plein de métiers. Ah ouais, ok, très, très, très bien. Et donc, à partir de 2000, donc vous êtes technicien de scène de crime. Qu'est-ce qu'un technicien de scène de crime ? Parce qu'on sait tous ce que c'est qu'une scène de crime, mais qu'est-ce qu'un technicien de scène de crime ? Alors, les techniciens de scène de crime, c'est pour gérer, d'un point de vue de la police technique et scientifique, ce qui va se passer sur le terrain. Quand on intervient sur le terrain, il y a obligatoirement 2 services qui sont saisis en même temps. D'abord, le service enquêteur qui est saisi de l'affaire
par le procureur de la République. Le procureur de la République, on répète que c'est quand même lui qui est le chef de l'enquête judiciaire. C'est lui le patron. Et c'est à lui que tout le monde rend compte de ce qu'on fait, de ce qu'on trouve, etc. Et c'est le procureur de la République qui va saisir un service d'enquête. Je saisis la brigade criminelle, c'est elle qui va gérer cette affaire-là. Ou alors je saisis la brigade des stupes, ou je saisis la brigade de répression du banditisme pour telle sorte d'affaire. Mais nous, l'identité judiciaire, la police technique et scientifique, on travaille pour tous ces services-là. Donc on va sur toutes les affaires. C'est pour ça que le service de police technique et scientifique, c'est celui qui voit le plus d'affaires et le plus de morts, en fait, le service de Paris du 36, il travaille pour toutes ces brigades. Chacune a ses propres affaires. Mais nous, on a toutes les affaires qui correspondent à ces brigades, d'accord ? Quand le service enquêteur est saisi de l'affaire en fonction de telle ou telle affaire, il est toujours accompagné par le service de police technique et scientifique, avec ses techniciens de scène de crime. Et en accord, le procédurier, côté enquête, le chef de l'enquête, c'est lui qui va être sur place et qui va noter tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait à telle heure, tout ce qu'on prélève, et tous les scellés, c'est lui qui va les faire. C'est lui qui dirige l'enquête, le procédurier. Les gens de la police technique et scientifique sont là pour, avec lui, dire « Ah bah oui, il y a telle chose et telle chose, on va mettre des cavaliers jaunes avec des chiffres et des numéros, des lettres, on va faire les photos, on va faire les films s'il y a besoin de faire les films, on va faire des panoramiques 3D, on va faire le plan des lieux, parce qu'il faut faire le plan des lieux, et puis on va conditionner ça, comme ça, comme ça et comme ça. » Le procédurier, il les laisse faire, c'est leur métier à eux. Il les laisse faire, mais c'est quand même lui qui dirige le truc. Il sait tout ce qu'on fait. Et donc, voilà, c'est ça. Un technicien de scène de crime, c'est celui qui va, avec ses collègues, qui va gérer. Ils sont, sur une équipe de 3, par exemple, de 3 personnes qui sortent pour la police technique et scientifique, tout le monde peut être technicien de scène de crime, en fait. Il peut y en avoir 3 ou il peut y en avoir qu'un s'il y a un jeune ou 2 qui n'a pas encore été formé, mais voilà. Et donc, chacun a son rôle particulier pour travailler. Donc, par rapport à ce livre-là, donc je le remontre parmi les morts. Voilà, je le remontre encore. Vous avez parlé de 6 affaires que vous avez traitées. Donc, je vais les détailler. Charlie Hebdo, hyper cachère, en janvier 2015. Germanwings, je crois que c'est en mars 2015 aussi. Mars. Voilà, 2 mois après. Vous faites un flashback avec le tsunami qui a eu lieu dans la région de l'Asie du Sud-Est en décembre 2024. 2004. 2004, pardon. Merci. Et le 13 novembre 2015, donc tout ce qui était Bataclan, Stade de France, l'assaut de Saint-Denis, 3 jours après. Non, 5 jours après, pardon, 18 novembre 2015. Et des attentats de Nice, 6 mois après, donc le 14 juillet 2016. Donc tout ça, vous y étiez. Sauf l'attentat de Nice. J'étais pas à l'attentat de Nice. J'en parle, mais je n'y étais pas. Ok. Merci. Et on va revenir sur ces affaires-là. D'abord, quelle a été pour vous, dans ce que vous avez détaillé, la pire affaire ? Là, je pourrais pas répondre parce que là, il n'y a pas de pire. Elles sont toutes dans leur catégorie horrible et extraordinaire. Ouais, voilà. Donc, voilà. Là, je peux pas les catégoriser. Je peux pas donner un ordre de préférence par rapport à ça. Parce que dans votre livre, vous dites à un moment donné, pages 111 et 112, « Depuis que j'exerce ce métier, j'ai vu des centaines de cadavres dans tous les états, des morts rencontrés lors de diverses situations, accidents de la route, suicides, noyades, overdose, chute de points élevés, accidents de travail, électrocution, découverte d'ossements en forêt, dans des caves, sur des chantiers, explosions, meurtres ou tout simplement mort naturelle. J'en ai vu des entiers écrasés, coupés en morceaux, décomposés, parcheminés à état squelette. Bref, le panel technique, mais toujours dans un périmètre assez concentré. » Ouais, beaucoup de. Alors là, ouais, mais là, tout ça, c'est vrai. Mais ça restait
plutôt simple, quoi, comme scène de crime. Ça restait simple. C'était des scènes de crime classiques. Ça, c'est du scène de crime du quotidien, dans nos semaines qui occupent nos semaines. C'est ce qui se passe actuellement tous les jours pour mes collègues. Moi, j'y suis plus. Je suis en retraite maintenant. Mais ils traitent toujours ce genre de trucs. Mais les 6 affaires dont vous parliez, la difficulté, en fait, pour nous, c'était la masse de victimes en même temps. C'était pas non plus le fait de savoir qui avait fait quoi, comment et pourquoi. On connaît les causes. Le tsunami en Thaïlande, c'est une vague géante qui noie tout le monde et qui projette les corps contre des bâtiments, etc. Voilà. On sait qui a fait quoi. Les attentats parisiens de janvier ou de décembre, on sait qui a fait quoi. Ce sont des terroristes qui agissent au nom comment dire, pas d'une philosophie qui leur est propre, mais voilà, d'une idéologie, je veux dire, voilà. Et on sait comment ils ont agi. En janvier, il y avait des kalachnikovs, des armes, et en novembre, il y avait toujours les kalachnikovs, mais en plus avec des ceintures d'explosifs. On sait ce qui s'est passé, on sait qui a fait quoi, on les connaît, on connaît leur parcours, ça, il n'y a pas de difficulté, les armes, on les connaît. On sait comment les victimes ont été tuées. Le problème, ce qu'on ne savait pas, c'était qui étaient les victimes. Qui étaient les victimes ? Au tsunami en Thaïlande, il y a 5000 corps à identifier pendant une année, ça va durer. Les gens sont en maillot de bain le matin sur la plage, ils sont noyés, ils n'ont rien sur eux, il faut leur redonner un nom. Alors, en janvier, c'était plus simple, puisqu'on connaissait les victimes. On connaissait les victimes à Charlie Hebdo, on connaissait les victimes rapidement à l'Hypercacher, et les auteurs, on les connaissait aussi. Voilà, ça va plutôt vite pour l'identifier. En novembre, en revanche, déjà en mars, pour le crash de la Germanwings, c'est 150 victimes. C'est 150 victimes qui meurent dans un on peut dire un crime aussi, puisque c'est le copilote qui est dépressif et qui précipite volontairement l'avion contre la montagne. Andreas Lubitz. Et là, on a 150 victimes, 6 membres d'équipage et 144 passagers. Mais ça reste encore gérable, parce que là, c'est ce qu'on appelle une liste fermée. On connaît la liste des passagers et le nom des personnels navigants. On sait qui il y a dans l'avion. On n'a plus qu'à se rapprocher des familles pour prendre leur ADN, leur déclaration, et comparer l'ADN des familles avec l'ADN des corps ou des parties de corps qu'on va retrouver en montagne. Ça, c'est encore gérable. Ça prend un peu de temps, mais c'est encore faisable. Après, il y a le 13 novembre, c'est 130 morts le soir dans les rues de Paris, dans plusieurs points de la capitale. Et là, des gens qui dansent, 90 morts au Bataclan, par exemple, qui dansaient dans la salle de spectacle et tout, avec leurs affaires qui étaient au vestiaire. Ils ont simplement un téléphone dans les poches, ou peut-être une carte de transport ou une pièce d'identité. Mais enfin, on ne peut pas se fier là-dessus, puisqu'il y a des gens qui demandaient aux autres de leur garder leurs affaires pendant qu'ils allaient danser, etc. Donc, on ne sait pas à qui on a affaire. Et pareil à Nice, l'année d'après, le 14 juillet, pour le feu d'artifice à Nice, en 2016. C'est pareil, ce sont des gens qui se font faucher par un camion bélier. Et là, pareil, ils sont en Bermuda, en t-shirt, ils viennent voir un feu d'artifice. Et donc là, pareil, il faut les identifier. Et c'était ça, un peu ce que j'ai voulu aussi écrire dans ce livre, c'était ce processus d'identification des victimes de catastrophes. Comment on se débrouille, comment ça se passe dans le chaos et comment on s'en sort pour redonner un nom aux victimes. Ouais, c'est ce que vous dites. Ne disait-on pas dans l'Égypte ancienne que l'âme d'un mort vivrait aussi longtemps qu'on citerait son nom ? Je crois également que quand un mort a un nom, il a une âme. Donc vous, vraiment, c'est ce qui vous anime, c'est vraiment identifier la personne pour dire à la famille, voilà, il y a... Ça fait partie des cultures de nos sociétés, de notre société actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a dans des temps très anciens, effectivement, il y a déjà avant même les Égyptiens, mais avant, un corps, c'était rien, quoi. On l'abandonnait. Je suppose que lors des Néandertaliens, ou je ne sais pas,
Ils avaient du chagrin quand ils avaient perdu l'un des leurs, mais ils continuaient leur chemin et ils le laissaient, ils l'abandonnaient. Voilà. Maintenant, non. Maintenant, il y a quand même des rites, des rituels qui sont imposés dans nos sociétés, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion. On ne laisse pas les morts comme ça. On essaye de les identifier, on essaye de savoir qui ils sont avec un certain respect, quoi, une certaine dignité pour ne pas les inhumer comme ça, comme rien, comme des animaux, quoi. Parce que là, ça me rappelle quelque chose dans votre livre. Vous parlez à un moment donné de la catastrophe de 2004, de tsunami, et vous dites que les Thaïlandais, eux, ils voulaient justement jeter tout le monde dans une fosse commune, sauf que les autres pays se sont offusqués en disant non, ça se passe comme ça. Et chacun devait amener des experts pour identifier. Ben oui, c'est ce qu'ils ont commencé à faire, hein. Il y a des photos, hein, dans ce livre, hein. Donc ils ont commencé à ouvrir. Alors à juste titre, hein, il faut les comprendre aussi, hein. Ils voulaient éviter les épidémies. On sait très bien que dans les conditions où là-bas c'est l'été, hein, c'est Noël pour nous, mais c'est l'été là-bas, il fait très chaud. Des corps qui ont été immergés, qui sont restés dans de l'eau salée comme ça, au bout de quelques heures, vont commencer à gonfler, à se dégrader. Ça va aller très vite et ça peut entraîner des épidémies. Si on a 3 corps à gérer, tout va bien, mais quand il y en a 5000, c'est peu pareil, là, hein. Et donc, il faut faire quelque chose. Donc, ils les arrosaient avec des produits désinfectants, ils mettaient de la neige carbonique sur les corps, sur des bâches. Il y avait des bâches, des housses plastiques partout, dans les temples, partout. Et ils se sont dit, à un moment, non, on ne peut pas garder ça. Il faut qu'on fasse des fosses, il faut qu'on les enterre pour protéger. Mais sauf qu'effectivement, quand ils ont voulu commencer à faire ça, eh bien, ils se sont heurtés à la culture des Occidentaux, plutôt les Occidentaux qui disent, ah ben non, nous, c'est pas comme ça. On a une transmission à faire aussi. Donc, on a le deuil, le travail du deuil. Il y a des familles qui attendent le retour. Voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a eu une organisation, et je ne vous cache pas, au début, un peu tendue, hein, entre tout le monde, hein, parce que là, c'était un peu le choc des cultures, là, hein, aussi, hein. Voilà. Donc, il a fallu, et là, ils ont dû envoyer des diplomates, etc., pour commencer à discuter des choses. C'est comme ça que ça se passe aussi, dans les fortes tensions et dans le chaos. Regardez, je ne vous apprends rien, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là ? Vous voyez bien, dans d'autres catégories, ça se dégrade sur cette planète, hein, dans différents pays actuellement. Et il y a une chose qu'on ne voit pas, dont on ne nous parle pas, mais c'est toute cette diplomatie qui s'active derrière en coulisses, hein. Je peux vous dire que ça discute fort, hein, et qu'il y a du téléphone qui s'échange de partout en disant non, mais ça va se passer comme ça. Non, mais moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Alors, nous, on voit des choses, hein, bien sûr, mais derrière, ça discute. À cette époque-là, ça a discuté, hein. Et justement, j'aimerais, Gilles, que par rapport à ces 6 affaires-là, qu'on revienne sur un aspect de votre choix sur chacune des affaires. Donc, par rapport à Charlie Hebdo et l'hypercacher, quel est l'aspect que vous voulez détailler, si développer? Ben là, alors, outre la scène de crime qui est pour moi une scène de massacre, hein, c'est pas une scène de crime, hein, c'est un massacre organisé, là. Déjà, c'est la première fois où je vois autant de gens réunis dans un aussi petit espace comme ça et tués à la Kalachnikov. Et en plus, je n'arrive pas à les reconnaître, ces gens-là qui sont très connus médiatiquement. Ce sont tous des pointures, des dessinateurs, des journalistes que tout le monde connaît, hein, que tout le monde aime et que tout le monde connaît. Moi, je n'arrive pas à les reconnaître. Et en plus, au fur et à mesure de cette journée qui va se dérouler, nous, on va rester là très très longtemps, on va avoir du mal à se mettre en action. On va avoir du mal, hein, parce que il faut qu'on absorbe ce qu'on voit aussi, quoi. On prend comme un coup de poing dans la figure, hein. Et je vais comprendre un peu dans la journée, mais aussi dans le soir, que ça dépasse largement le périmètre de Charlie Hebdo, de la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Ça dépasse le périmètre de la région de Paris et de sa région. Ça dépasse le périmètre de la France. C'est comme une vague
quand on jette un caillou sur un étang et vous voyez l'ondulation qui gagne jusqu'à l'autre berge de l'étang. Eh bien, en quelques heures, hein, puisque maintenant, on en parlait un peu tout à l'heure hors antenne, là, mais avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, en quelques minutes, en quelques heures, tout le monde peut être au courant. Et ça, forcément, c'est une affaire, Charlie Hebdo, qui va résonner à travers le monde très rapidement, quoi. À tel point que le dimanche suivant, c'est un mercredi, Charlie Hebdo, et le dimanche suivant, il y a une énorme manifestation place de la République où il y a une quarantaine de chefs d'État étrangers qui va venir. Hein. Donc, vous voyez, pour déplacer en 3 jours 40 chefs d'État, des fois, ils ne sont pas capables de le faire pour des raisons qui en valent la peine. Et là, alors là, je ne dis pas que ça en valait pas la peine, ça en valait la peine. Mais là, vous voyez quand même, hein, donc quand ils veulent prendre la mesure des choses et quand ils veulent se réunir pour parler de choses très importantes, ils sont capables de le faire. Hein, quoi. Donc voilà. Parce que par rapport à cette affaire, dans votre livre, vous parlez de grands coups de morale, enfin, grand coup au moral que vous avez tous eu par rapport à ça. Pourtant, voilà, vous avez, dans ce métier-là, vous avez quand même une carapace que vous arrivez à former, mais là, vous avez senti que... Ouais, là, c'était dur, hein. C'était important et dur. Hein. Donc, moi, pourtant, j'ai de l'expérience, hein. J'en ai vu avant. Hein. C'est vrai qu'on n'arrive pas là non plus comme ça. Vous avez pris un sérieux uppercut, c'est ça Ouais, j'ai pris un sérieux. Ouais, bien sûr que j'ai pris un sérieux uppercut. Hein. En plus, pourtant, moi, je suis coordinateur, là. C'est-à-dire que j'ai été formé, je suis déjà technicien de scène de crime, j'en ai vu des choses bizarres. Mais je suis coordinateur, je suis déjà sorti, je me suis occupé d'affaires aussi un peu complexes des fois. Mais là, il y a tout, quoi. C'est un scénario complet de l'horreur, de la complexité, de la diversité des difficultés. Et on sait qu'il va falloir qu'on essaye d'organiser ça. Alors, on est préparé un petit peu parce qu'on a des protocoles pour intervenir sur ce genre de choses. On a des protocoles définis, on sait comment on doit faire, on travaille avec des brigades qui sont co-saisines, mais surtout la brigade criminelle qui est avec nous. Là, donc, c'est des machines qui sont très bien rodées, très bien huilées, on les connaît par cœur, ils nous connaissent aussi, on sait. Donc, ce sont des meutes de flics qui se travaillent ensemble depuis très longtemps. Mais là, il va falloir que ça se serre les coudes et qu'il ne va pas falloir rater le coche, quoi. Hein. Il va falloir faire ce qu'il faut. Mais on a du mal, effectivement, on prend tous un uppercut. C'est dur, hein, c'est difficile. Hein. Vous avez beau être habitué à tout ce que vous voulez, et là, personne n'est plus fort que personne, hein, dans certains cas. Hein. Et par rapport à la deuxième affaire, Germanwings, quel est l'aspect que vous voulez mettre en avant? Alors là c'est un aspect, outre pareil, l'aspect organisationnel. Nous, on travaille. Alors, quand on travaille là, au Tsunami, par exemple, ou la Germanwings, on travaille en collaboration avec les gendarmes. C'est une unité nationale d'identification des victimes de catastrophes qui se met en place, police et gendarmerie. Donc, on les connaît bien. Nous, en plus, on est à Paris, on connaît bien les gens de l'IRCGN, c'est des copains. On travaille au quotidien dans nos scènes de crime, on travaille au quotidien parce qu'on fait des prélèvements de mouches et de larves des fois. C'est eux qui les analysent, on leur enlève, on les connaît bien, donc ça se passe très bien. Mais la difficulté, moi, que j'ai trouvée sur place là-bas, c'est une difficulté technique, c'est une difficulté parce que là, il faut qu'on fasse des recherches et des prélèvements en montagne, accroché à un filin avec quelqu'un qui nous retient en binôme, hein, pour nous laisser descendre dans la pente, en fait. D'habitude, quand on intervient ici, c'est dans des appartements, dans les rues, sur un carrefour ou dans un bois de Vincennes ou de Boulogne, mais enfin, tout est plat, il n'y a pas de difficulté particulière physique et géologique, quoi. Hein. Là-bas, en montagne, vous êtes dans une pente à plus de 30%, là, pendu comme un pendule là, au bout d'un filin. Et il faut que vous regardiez en descendant, en même temps, aller à droite, aller à gauche, il faut vous déplacer dans la pente. Et ça, c'était perturbant. C'était perturbant. En plus, bien sûr, de trouver des corps et des parties de corps, mais ça, c'était en plus de l'aspect psychologique classique, il y avait ce côté inédit.
Parce que, effectivement, j'aimerais revenir là-dessus. Vous parlez de catastrophe, à un moment donné, catastrophe fermée, catastrophe ouverte. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Alors, catastrophe fermée, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On connaît la liste des gens qui voyagent dans un avion. On connaît le personnel navigant, donc on sait que quand on va retrouver des corps ou des parties de corps, c'est forcément des gens qui appartiennent à cette liste-là. De l'autre côté, quand l'avion est tombé, toutes les familles sont au courant et donc vont se manifester. On va prendre leur ADN, l'ADN de ces familles, du père, du mère, de la mère, du frère, de la sœur, etc. Et on va proposer l'ADN des familles avec l'ADN des corps qu'on retrouve sur les lieux pour restituer les corps aux bonnes familles, en fait. Ça, c'est une liste fermée, donc ça va. Après, on a les listes ouvertes, c'est-à-dire les attentats, par exemple, Nice, l'attentat de Boston, du marathon de Boston, ou alors des gens qui sont lors d'un tremblement de terre ou du tsunami. Voilà, ça, c'est des listes ouvertes. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc là, il va falloir qu'au niveau du pays, par exemple, pour la Germanwings, c'est pas bon parce qu'en fait, là, il n'y avait pas de Français. La Germanwings, c'était que des Espagnols ou des Allemands. Enfin, non, il y avait 17-18 nationalités différentes, mais la plupart étaient espagnols ou allemands. Et donc, nous, on n'avait rien de particulier à faire, à part de gérer la Seine, puisque c'est le pays dans lequel la catastrophe arrive qui est responsable de la gestion de la Seine. Mais les Espagnols, eux, qui déclarent alors non, pas là c'est je recommence parce que là c'est une liste fermée, donc c'est plus simple. Mais pour une liste ouverte, par exemple, l'attentat de Nice. L'attentat de Nice, c'est une liste ouverte. On a des victimes et on ne sait pas à qui on a affaire. Quand on ne sait pas à qui on a affaire, il faut que les pays qui déplorent une personne disparue appliquent un protocole particulier, le protocole d'identification des victimes de catastrophes. C'est un protocole qui est mis à disposition de tous les pays, de toutes les polices techniques et scientifiques du monde sur le site d'Interpol. Ils peuvent télécharger en plusieurs langues ce protocole, c'est-à-dire que vous soyez suisse, thaïlandais, japonais, américain ou chilien, vous remplirez la même feuille avec les mêmes rubriques aux mêmes endroits. Parce que là, tout le monde sait ce qu'on remplit. Et après, on amène tous les dossiers de chaque pays qui ont à déplorer une perte qui s'est passée à Nice. Et les autopsies sont faites des corps qu'on a retrouvés à Nice. Et après, en fonction des pays, pareil, pour les ADN, en rapprochement des ADN, des empreintes digitales et de l'odontologie, ça c'est très important, puisque ça c'est une forme primaire d'identification formelle. L'odontologie, les dentistes nous donnent les travaux qui ont été faits sur les personnes quand elles étaient vivantes. On compare ces dentitions lors des autopsies. Et en plus de l'ADN et des empreintes digitales, l'odontologie peut permettre aussi de les identifier, quoi. Très, très bien. Et donc, pour maintenant, l'aspect, le tsunami de 2004, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant? Alors, pour le tsunami de 2004, moi, j'y suis allé plus tard. J'ai participé au groupe Antemortem. Il y a deux groupes. Quand on parle d'un groupe Antemortem, c'est le groupe qui est en relation avec les familles pour prendre tous les renseignements avec les familles. Et le groupe Postmortem, c'est celui qui se déplace sur les lieux pour faire le relevage des corps et pratiquer les autopsies. Pour le tsunami, les premiers 10 jours, moi, j'étais au groupe Antemortem au ministère de l'Intérieur, en contact avec les familles pour remplir les dossiers. Et je suis allé en Thaïlande en juillet. Donc, toutes les autopsies étaient terminées. Il y avait encore des choses à faire. Tout le monde n'était pas identifié, mais les autopsies étaient faites. Mais j'y suis allé en juillet. Donc, voilà. C'était pas pareil. C'était pas la même difficulté que mes collègues qui étaient les premiers mois, quoi. Et en Thaïlande, ce qui m'a marqué, c'était ce côté, justement, ce côté culturel que je ne connaissais pas.
le côté deuil en Thaïlande. C'est-à-dire que là-bas, au mois de juillet, on recevait les familles, parce qu'il y a des gens qui étaient identifiés très régulièrement. Donc, on prévenait les familles. Et les familles, où elles faisaient rapatrier les corps en France pour qu'ils soient inhumés ici, ou alors, ils se déplaçaient là-bas pour organiser une crémation, une cérémonie religieuse thaïlandaise avec des moines. Parce qu'ils disaient, ah ben non, ils ont été heureux ici, on préfère qu'ils restent ici, c'est les derniers moments où ils étaient bien, donc voilà, on va faire une crémation et on va les laisser ici. Et donc j'ai assisté à ça, j'avais jamais vu ce genre de cérémonie, et je trouvais ça terriblement zen, c'est le cas de le dire, hein, très doux, très bienveillant, voilà quoi. Alors bien sûr, on était 7 mois, 8 mois après. Mais ça, c'était vraiment intéressant, quoi. Parce qu'il y a eu 230 000 victimes. Et, Alors oui, sur tout le sud-est asiatique, mais en Thaïlande même, où nous, on était avec différents pays, il y avait une trentaine de polices différentes, de polices techniques et scientifiques, mais il y a eu entre 4 et 5 000 corps à identifier en Thaïlande, quoi. Parce que dans votre livre, page 132, vous dites... Effectivement, il y a eu 15 morts français et certains sont retrouvés et identifiés directement sur place par ceux qui les accompagnent et qui ont réchappé au drame. Mais 76 noms restent introuvables. Nous sommes marqués par le sort de ces victimes dévastées. C'est le cas de la famille Titeux, originaire de Sarreguemines. Marc et Yolande Titeux, les parents, leur fille Frédéric et ses 2 enfants, Marc, Vincent, 18 mois, et Cara, 5 ans, ont péri à l'hôtel Sofitel de Kaolack. Flore, la sœur de Frédéric, a eu la vie sauve car sa mère lui avait demandé d'aller acheter des cigarettes. Son beau-frère et son mari sont sortis également. C'est marquant. Effectivement, je pense que c'est... Déjà, 95 morts, c'est 95 morts de trop. Et là, famille décimée. Alors bon, déjà, pour la famille Titeux, c'est Flore qui reste et qui le dit elle-même, hein, puisqu'elle il y a eu beaucoup de communication par rapport à ça, il y a eu des témoignages. Et nous, on a eu 95 morts pour les Français, mais les Allemands, les Suédois, les Norvégiens, les Anglais en ont eu plusieurs centaines chacun, hein. Donc voilà quoi, il y a eu énormément de morts, et ce qui a aussi donc été la cause de ce regroupement de moyens technologiques et de personnel qualifié européen pour être envoyés là-bas. Bon, il n'y a pas eu que les Européens, il y a eu aussi les Australiens qui sont arrivés, il y a eu donc... Et la coordination dans ce cas-là se passe bien? Alors, l'harmonie, tout ça? Alors la coordination au début, c'était un peu... il y a eu quelques frictions, jusqu'à ce que Interpol reprenne la main, tape un peu du poing sur la table et donne le protocole à suivre pour tout le monde, hein. Donc tout le monde a signé une charte, hein, de protocole, et il fallait faire comme ça. Au début, tout le monde y allait un peu pour rechercher les siens. Et là, Interpol a organisé ça. C'était tendu par rapport à ça, le fait que chacun... Bah oui, c'est-à-dire que déjà, dans le pays, c'était le chaos. Les corps étaient dans les temples, ils étaient à droite, ils étaient à gauche. C'était pas organisé. D'un point de vue thaïlandais, c'était le chaos. Ils étaient complètement désorganisés. Tout le monde s'attendait un peu à ce qu'il donne le là au début, puisque quand ça se passe dans un pays, c'est lui le chef et il dit comment ça va se passer. Mais eux, ils étaient débordés, à juste titre. Il faut les comprendre. Tous les pays auraient été débordés, hein, forcément. Mais tout le monde s'est organisé et Interpol a joué un grand rôle d'organisation dans ce cas-là, quoi. Et là, le 13 novembre le 13 novembre 2015, pardon. Quel aspect... Parce que c'est un gros chapitre dans votre livre, d'ailleurs. Ben oui, c'est un gros chapitre parce que dans un premier temps, moi, je n'aime pas particulièrement le foot. Je ne suis pas un passionné. Je n'assiste pas aux matchs de foot. Voilà, hein, j'y suis allé quand j'étais au commissariat de Saint-Cloud. J'avais déjà fait au Parc des Princes des services, mais bon, c'est pas mon truc. Et là, le 13 novembre au soir, comme notre identification
à la Germanwings du mois de mars, c'était bien passé, entre guillemets. La Lufthansa, dont la Germanwings est une filiale, pour remercier tous les gens qui ont participé à l'identification du crash de l'avion de la Germanwings, a invité chez Luc Besson à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, plusieurs centaines de personnes de la mairie de Seine-les-Alpes, des associations, des sauveteurs en montagne, les policiers et les gendarmes qui ont fait les identifications, etc. Il y avait, je ne sais pas combien, plus de 500, 600, 1000 personnes, je ne sais plus. Et pour un cocktail dînatoire, un moment de convivialité, tout se passe bien, tout le monde se réunit là-bas, voilà. Et le clou du spectacle, on nous emmène en car, en bus, jusqu'au Stade de France, où là, on se badigeonne. Il y a des jeunes qui nous mettent bleu, blanc, rouge, ceux qui veulent être pour les Français, les couleurs de l'Allemagne pour ceux qui veulent soutenir l'équipe d'Allemagne et tout. Et on assiste au match amical France-Allemagne. Et là, jusqu'à 21h15 ou 16, je ne sais plus, où la première explosion a lieu sous notre tribune. C'est ça, c'est la première explosion, elle a lieu, vous sentez que c'est bizarre, votre collègue dit « Ah, ça doit être une bombe agricole, t'inquiète pas, j'ai l'habitude ». Et là, par contre, la deuxième, vous sentez que... Bah ouais, je trouve ça bizarre. Et donc, là, je me fais extraire, je descends derrière sous les tribunes pour voir ce qui se passe, le match continue. Et là, je vois tout autour les portes qui se ferment, en fait, du stade, automatiquement. Ça court, des collègues... en tenue, court à l'extérieur, un peu en panique. Et il y a un groupe de collègues aussi, ils sont 4, 5, 6, là je sais plus, avec une Betacam, une grosse caméra, là, vous savez, là, qu'on tient à l'épaule, là, les trucs importants. Et je leur demande ce qui se passe, je leur montre ma carte, je m'identifie, et puis je leur demande ce qui se passe. Et là, il me dit, ah ben là, il y a des terroristes qui se font exploser partout dans Paris. Alors là, le ciel me tombe un peu sur la tête, quoi. Là, c'est pareil. Donc, je reviens voir mes autres collègues, on se fait extraire du stade et puis on gagne le 36 avec le RER, avec le même RER avec lequel on était venu, là. Et voilà, quoi. On enchaîne sur... C'est fou parce que vous venez pour un moment de célébration et tout, et finalement, le devoir vous appelle. C'est la première fois où on est sur place avant qu'un événement comme ça ne se produise. Ça, c'est la première fois. Jamais professionnellement on a eu ça. Parce que là, justement, vous allez au 36. Après, voilà, c'est ce qui se passe le 13 novembre, le Bataclan, dans les bars. Votre fils vous appelle à un moment donné pour savoir si tout va bien. Oui, bah oui. Après, c'est la seule fois où j'ai eu quelqu'un au téléphone parce qu'après, ça brouille, les ondes sont brouillées et tout. Donc, juste, j'arrive à le... Et lui, il est chez lui et puis il voit, il doit être avec des copains là, et puis il voit à la télé tout ce qui commence à défiler, les chaînes d'infos en boucle. Et c'est lui qui m'apprend. Moi, je suis au stade et il me dit, oui, il y a quelque chose qui se passe au Bataclan, il y a une attaque aussi dans une salle de spectacle, c'est le Bataclan et tout. Bon. Alors là, et c'est là où on se dit, bon, ben là, comment on va faire? Comment ça va se passer? Parce que sur une scène de crime classique, déjà, c'est compliqué, il faut qu'on se mette en ordre, en route, etc. Mais là, il n'y a plus rien de classique. Là. C'est de l'inconnu. On rentre dans quelque chose d'inconnu. On a beau avoir des protocoles, être préparé, avoir du matériel, quelques valises de prêt et tout, mais là, c'est pas une équipe, ni deux qu'il va nous falloir, ni trois qu'il va nous falloir, c'est tout le monde. Comment on fait pour faire revenir le maximum de gens et s'organiser? Alors là, on est parti dans un truc... Parce qu'il y a un moment donné dans votre livre, vous dites que... J'ai bien aimé la partie, c'est tout le pays connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un lors des attentats. Dès le lendemain, de ces terribles agressions, une chose va me surprendre et continuer de m'intriguer longtemps. Donc, en gros, vous connaissez personne, mais votre fils, il connaissait 2 personnes qui ont été victimes. Mon fils aîné, oui. Et après, vous partez dans des calculs où vous expliquez qu'en gros, forcément des gens qui connaissaient quelqu'un qui a été victime. Oui, c'est un chercheur au CNRS qui a fait ces probabilités-là, et il dit qu'effectivement, ça implique, les 130 morts impliquent, je crois, 11 millions de personnes. 18. Avec les blessés. Ouais, avec 18 avec les blessés, ça fait 18 millions de personnes qui
qui peuvent vous dire « Oui, mais moi, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un au Bataclan ou sur les terrasses. » C'est incroyable. C'est fou. Ah ouais, Patrick Cohen, journaliste, avait fait une chronique là-dessus. Et c'est lui qui en parle aussi. Donc, c'est incroyable. C'est fou. Et 5 jours après, vous êtes à Saint-Denis. Oui, parce que sur la globalité des auteurs qui attaquent, qui font les attaques, ils sont 10 en tout. Mais il y en a 2 qui sont en fuite. Il y en a 3 de vivants, 3 en fuite, quoi. En fait, 3 en fuite. Hein. Il y en a 3 en fuite. Et il y en a 2 sur ces 3-là. Il y en a un qui va se réfugier, qui va partir et qui va partir en Belgique. Hein. C'est Salah Abdeslam. Et 2 qui vont aller trouver quelqu'un qui va les héberger à Saint-Denis, rue Corbillon, grâce à la cousine de l'un d'eux, le cerveau des attentats. Et donc, cette fille-là et puis ces 2 personnes-là vont être hébergées dans un appartement à Saint-Denis. Ils vont être rebectés, comme on dit dans la police. On va les loger. Et le raid va donner l'assaut dans la nuit, du mardi au le mercredi matin. Hein. Et là, moi, quand depuis 4-5 jours, on se lève de bonne heure pour revenir au service, évidemment, et le matin, en prenant mon petit déjeuner, j'entends qu'il y a à Saint-Denis quelque chose qui se prépare, un assaut en cours, et je dis, qu'est-ce que c'est, ça recommence? Donc là, je me précipite au service, et je me rends sur place avec un camion, et puis des collègues qui arrivent, la permanence du jour qui arrive, et puis on va sur place. Et alors là, je vais y rester, moi, du mercredi matin jusqu'au samedi midi, quoi. Et puisqu'il y a eu l'assaut qui a été donné contre les 3 derniers réfugiés, là, et ça a fragilisé cet immeuble qui est vétuste. Il a fallu le faire étayer par une société de charpente pour pas qu'il nous tombe sur la figure quand on faisait nos recherches. Et voilà, parce qu'il y a eu la déflagration d'une ceinture d'explosifs, là, de l'un d'eux, et qui a fait que la mezzanine est tombée sur le 3e étage, qui est tombée sur le 2e étage, hein, et donc dans une pièce comme ça, c'était un millefeuille qui était entassé. On avait fait évacuer justement tout l'immeuble. Oui, Okay. Devant et derrière, il y a une cour derrière aussi, on avait fait évacuer. Mais concrètement, quand vous allez là-bas, à ce moment-là, vous y allez pour identifier tout ce qu'il y a. Alors, concrètement, il y a un assaut qui est donné. Les raids, c'est qu'ils vont donner l'assaut contre les 2 terroristes qui restent. Ils disent qu'il y a forcément une femme qu'ils ont vue, qu'il y a une 3e personne, mais on ne sait pas qui ils sont, quoi, en fait. Donc, on y va pour rechercher les corps de ces 3 personnes-là, pour les identifier. Et puis, pour rechercher ce qu'ils ont comme armement, comme moyens, ce qu'ils font là, etc. Et donc, là, on y va pour faire une scène de crime aussi, pour rechercher des traces, des indices, identifier des corps. D'accord. Mais Gilles, si le raid donne l'assaut, c'est qu'ils savent que ces gens-là sont là. Oui. Ces 3 personnes. Donc, vous y allez pour identifier les corps. Mais sachant, ils savent que c'est ces gens-là. Peut-être ils supposent qu'il y a peut-être d'autres gens aussi. Ah oui, on ne sait pas qui il y a dedans. Déjà, la fille, on ne sait pas qui y allait. La fille, on ne sait pas qui y allait, quoi. Alors, le raid, oui. Le raid, ils ont des renseignements. Ils vont pour donner l'assaut. Mais nous, après, il faut que... Le raid, c'est une force d'intervention. Eux, ils sont là pour arrêter, pour donner l'assaut, arrêter les gens. S'ils ne veulent pas se faire arrêter, voilà, il va y avoir bataille. Hein, ça, c'est le cas de le dire. Mais après, lors de la procédure, il faut que tout soit acté, que tout soit bien déterminé, savoir qui est qui, comment ça s'est passé, à quelle heure, ce qu'on retrouve, etc. Parce qu'après, il y a l'action, mais il y a aussi tout ce qui va être écrit derrière. Parce qu'en fait, c'est là où je n'avais pas forcément saisi, c'est que je me disais, ils savent que ces gens-là, mais ils ont besoin... Mais après, c'est clair, effectivement. C'est juste que... Mais le raid, ils font pas la procédure. Oui, c'est ça. Ils font pas la procédure. Après, c'est la SDAT qui est servie, la sous-direction antiterroriste qui est servie, qui va être le procédurier. Et la police technique et scientifique, avec les gens d'Écully, de Lyon. Donc, c'est notre vitrine, c'est la boutique à Écully de la police technique et scientifique. Et ils vont être là, ils vont venir...
Hein, depuis le 13 novembre au soir, ils vont être là, ils vont venir nous aider. Il n'y a pas que la police technique et scientifique parisienne. Hein. Il y a Lyon, il y a aussi Versailles qui va donner un coup de main, Lille qui va venir. Et Cully va prendre la main après, puisque c'est eux, d'un point de vue de la police technique et scientifique, c'est eux qui dirigent après. Et ils sont là à Saint-Denis. Ils sont là aussi. Parce qu'en fait, je me disais, je partais dans le postulat, je me dis, ok, le raid a identifié ces gens-là. Vous venez. Mais s'ils savent que c'est ces gens-là, donc vous venez, je me suis dit, à quoi bon? Mais là, vous venez d'expliquer. Donc, je me suis dit, en espérant que ce soit vraiment ces gens-là, pour pas que lorsque vous faites les identifications, on se dit, en fait, non, il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément impliqué. Ah oui, c'est possible, ça, c'est possible, Voilà. c'est possible. Moi, c'est ça, en fait, c'était ça mon point de... Mon petit souci, en fait, que je voulais... Oui. Il aurait pu y avoir des gens qu'on ne connaissait pas, ou d'autres en plus, ou d'autres en moins, peu importe. Hein, mais voilà, mais le RAID est une force d'intervention. Mais après, la procédure et tout, l'enquête, c'est pas eux qui font l'enquête, en fait. C'était ça mon anicroche, en fait. Mais c'est bon, c'est très clair. Et on va finir justement par... bon, vous y étiez pas, mais vous en avez quand même parlé, l'attentat de Nice. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quel aspect par rapport à... Alors, j'étais pas à Nice, mais j'étais à la SIAV, au ministère. La SIAV, c'est la cellule interministérielle d'aide aux victimes qui est ouverte. Donc, ça se passe au Quai d'Orsay. Donc, c'est les numéros d'appel, les numéros d'appel où les gens, les victimes et les familles peuvent appeler pour donner des informations quand ils recherchent des gens et tout. Donc, nous, on est présents là-bas, puisque il y avait 3 personnes. Il y avait Lyon, Lyon qui était Écully, la police technique et scientifique d'Écully, qui était sur place pour faire les autopsies, les relevages des corps et puis l'identification des victimes là-bas. Et il y a 3 personnes de mon service parisien qui sont allées les rejoindre. Mais nous, on était 4 ou 5 autres aussi à être allés à la SIAV, au Quai d'Orsay, dans ce centre d'appel, pour trier les appels des familles, pour savoir ce qui pouvait être intéressant de manière à redispatcher toutes les bonnes informations à nos collègues qui étaient à Nice, là-bas, sur place. Donc voilà, j'ai participé à ça quand même. J'étais pas à Nice, mais j'étais quand même dans la boucle. Et là, ce qui est important, enfin pour moi, c'est l'accueil des familles, quoi. L'accueil des familles, l'accueil déjà au téléphone, parce que là, c'était compliqué pour les familles. Ils ne pouvaient pas tous se déplacer là-bas. À Nice, il y avait des étrangers, mais il y avait aussi des gens qui étaient en vacances. Donc déjà, dans un premier temps, où ils devaient nous appeler, où ils voulaient aller sur place, en fait, vous voyez. Et donc, c'est cette organisation-là qu'il a fallu aussi mettre en place par rapport à ça, quoi. Et Gilles, pour vous, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour devenir technicien de scène de crime et les qualités humaines? Il faut, je pense, garder la tête froide, les pieds sur terre, bien dans ses baskets, avoir une vie familiale, équilibrée. Et puis, quand ce travail-là, même si c'est un travail passion, comme on disait aussi, quand ça s'arrête, quoi. Il faut passer à autre chose à côté. Il faut, dans sa vie du quotidien, continuer à faire ce qu'on aime, ceux qui aiment faire du sport, des arts, de la peinture, aller se promener, voyager, lire, aller au cinéma, faire n'importe quoi, voir ses amis, sa famille, s'occuper de soi. Il faut vivre. Parce que ça, ce sont des métiers en relation avec la mort, mais la mort, c'est pas la vie. Hein, c'est très important de ne pas oublier de vivre quand on travaille avec la mort. Hein. Donc, être, bien sûr, dans son quotidien, quand on est professionnel et quand on va sur ce genre d'affaires, rester concentré, être méticuleux, connaître les protocoles, connaître la place de chacun, savoir ce qu'on est capable de faire, d'apporter, et ce que sont capables de faire les autres aussi, hein, de veiller les uns sur les autres, regarder comment ça se passe, pour pas qu'il y ait des gens qui, des fois ça déborde un peu et tout, donc il faut calmer un peu les choses aussi. Il faut extraire certains parce que ça va pas pour eux, donc il faut les mettre un peu sur la touche quelque temps, le temps que ça aille mieux, parce que ça peut être compliqué quand même à des fois.
Il y a des gens qui ont mal supporté certaines de ces affaires-là et qui ont changé de service après, hein, qui sont partis. Ils ont dit stop. Là, c'est le maximum de ce que je peux faire et donc j'arrête. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc rester sur le fil, rester bien avec soi-même, bien avec les autres. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas, quoi. En fait, il y a des choses qui peuvent faire partie de l'expérience, mais des choses qu'on sent aussi, c'est dans le caractère, et puis le caractère des gens aussi. Hein. Personne n'a le même caractère, personne n'a le même comportement. Donc, c'est des alchimies comme ça, en fait, hein, qu'il faut qu'on puisse trouver, qu'on puisse avoir les uns avec les autres. Voilà, quoi. À un moment, vous êtes à la bonne place ou vous n'y êtes pas tout à fait, ou vous n'y êtes pas du tout, quoi. Est-ce que dans ce métier-là, vous avez été confronté des fois à des gens avec de l'ego? Est-ce qu'il y a de l'ego dans ce métier? Oh ben ça, c'est, je pense, dans tous les métiers. Hein. Je pense qu'il peut y avoir... oui, il peut y avoir Alors, de l'ego. Alors, l'ego, c'est pas bon. L'ego, c'est quelque chose d'orgueilleux, quoi, pour moi. Hein. C'est quelque chose d'orgueilleux, et ça, c'est pas bon. Après, il y a des gens tenaces, et ça, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Il y a des gens pugnaces, tenaces, qui ont envie d'aller jusqu'au bout, qui ne lâchent jamais rien. Alors ça, c'est bon pour ce genre de métier. Ça, c'est bien. Ces gens-là qui s'accrochent, qui ne vont rien lâcher, comme des pitbulls, là, très bien. Et ça, c'est bien. Mais l'ego, simplement pour se dire non, j'étais là, je l'ai fait, t'as vu, machin et tout ça, non, ça sert à rien du tout, ça. Hein. Donc, ou tu nous fais partager ton expérience, tu nous expliques et tu nous informes et tu nous dis ce qu'il faudra qu'on fasse par la suite pour demain, si ça se recommence, etc. Donc, on fait partager le truc, on partage. Mais l'ego, et on garde rien pour soi, quoi. Ça c'est stérile, ça n'apporte rien du tout. Et parce qu'il faut le dire, vous avez eu des journées très 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 longues. Parce que vous l'expliquez dans le livre, on n'est pas revenu là-dessus, mais vous avez des fois des journées, je crois, de 7h à 22h des fois, en train de travailler, en train de chercher des empreintes, etc. La place de la pression, de la charge mentale. Elle existe, hein. Donc quand on est dans l'action, quand ça se passe, quand ça se déroule, alors bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on peut être préparé. C'est-à-dire, quand on va au service, on est de permanence, on sait très bien que cette semaine, je suis de permanence de 8h à 20h ou pendant la nuit. Donc, s'il se passe quelque chose, de toute façon, c'est pour moi, je vais y aller. Donc là, c'est pas pareil, vous le savez, vous êtes déjà préparé, vous avez votre emploi du temps, votre planning et tout, très bien. Il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas préparé. Donc là, vous le prenez plein de poires et il faut vous mettre dedans. Et voilà, quoi. Donc, il y a... Par rapport à la question qui était donc La pression et la charge mentale. de savoir la pression, elle peut varier par rapport à ça, quoi. C'est quand on n'est pas préparé et que c'est très très fort, là il peut y avoir une pression. Vous la prenez de toute façon, hein, vous la prenez, mais après rapidement il va falloir rentrer dans l'action quand même. Hein. Donc en vous protégeant, puisqu'on se protège toujours, on a comme des filtres, on a l'appareil photo, on a la tenue, on a quelque chose à faire, on a des actes techniques, on a des trucs à faire. Donc voilà. Mais la pression, ça existe. Hein, donc je vous dis, c'est important à côté d'avoir un cadre familial, amical et tout qui se passe bien, quoi. Et la pression, on vous met la pression ou c'est vous-même qui vous la mettez? Ou non. c'est l'atmosphère? Alors, tout le monde a la pression. Dans ce genre d'affaires-là, on n'est pas les seuls. Hein. C'est pas les seuls de la police technique et scientifique à avoir la pression. Il y a aussi les services enquêteurs, mais il y a tous les magistrats qui ont la pression. Il y a tous les politiques qui ont la pression. Il y a tous les journalistes qui ont la pression. Tout le monde a la pression. Et le peuple entier a la pression parce que tout le monde a peur de tout après, hein, enfin, pour les attentats en particulier. Donc là, tout le monde a la pression. Non. Alors, on ne nous la met pas. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas mettre la pression. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. La pression du résultat, toujours oui, avoir du résultat très rapidement. Mais là, on n'est pas dans le résultat chiffré en disant oui, il faut nous mettre 10 PV, il faut qu'on ait tel résultat statistique à la fin de la semaine.
Bah non, mais là, c'est pas possible, hein. Bien sûr. Il y a des choses qui ne se quantifient plus du tout, quoi. Et il y a des analyses dont le temps le temps d'attente, le temps de résultat est incompressible. Quand on a, quand on, quand on fait des analyses chimiques, certaines fois, ou voilà quoi, il faut attendre un certain temps pour qu'il y ait les révélations, etc., qu'on ait les résultats. Donc, ouais, non, maintenant, je crois que c'est plus trop comme avant, d'un point de vue surtout de la hiérarchie, des politiques, etc. Ils savent comment ça fonctionne. Ils ont plus ils ont plus d'emprise trop là-dessus, je pense. Bon, Et est-ce qu'une scène de crime vous a déjà fait peur? peur, comment peur physiquement peur? Physiquement, ouais. Non, il y en a qui m'ont surpris, mais Lesquels? mes peurs. Il y avait il y avait une fois un jeune, on arrive, c'était une après-midi là, et un après-midi où un jeune avait rendu. Non, il était chez lui, et sa grand-mère lui avait rendu visite. C'est un jeune qui était pas psychopathe là, mais comment on dit, je sais plus. Il devait être interné, Schizophrène? schizophrène. Et devait être interné le lundi d'après, juste 3 jours après là. Et sa grand-mère lui avait rendu visite, il lui avait tendu un piège, il avait fait tomber, il avait décapité, il avait mis la tête dans un sac poubelle et la tête était posée au milieu comme ça de ses jambes, quoi. Donc elle a été décapitée, donc tout avait coulé, il y avait plusieurs litres de sang tout autour, donc une flaque de sang. Et les parents de ce jeune-là étaient venus lui rendre visite, parce qu'ils savaient qu'ils avaient que le week-end à passer avant de l'internement. Ils étaient venus lui rendre visite chez lui, ils avaient la clé, ils étaient rentrés, et ils avaient vu ce corps décapité avec la tête comme ça entre les jambes. Et ils sont redescendus. Quand ils nous attendaient, quand on est arrivé, ils étaient en bas dans la rue avec la police secours et puis les pompiers et tout le monde. Et ils nous disent que leur fils a tué sûrement sa copine, parce qu'ils n'avaient pas reconnu la personne qui était là. Ils pensaient que c'était la copine de leur fils qui était morte. Et donc, moi, je vais voir, et puis je voyais bien que les mains de la personne étaient ridées. Elle avait plus de 80 ans, la dame. Et donc, voilà, ils n'avaient pas fait gaffe. Ils avaient juste jeté un coup d'œil comme ça. Ils étaient repartis un peu en panique. Et on est avec eux dans la rue, on redescend. On est avec eux, et là, le gamin, il a 20 et quelques années, il passe avec la voiture de la grand-mère devant nous. A été venu lui rendre visite avec sa voiture. Et il avait pris la voiture de la grand-mère et il faisait le tour du quartier. Et il passe devant. Et là, les parents le voient passer en disant « C'est la voiture de sa grand-mère ». Et là, ils comprennent que c'était la mère du monsieur, je crois, qui était là. Et c'est là qu'ils comprennent que c'est la grand-mère du gamin qui est là ou quoi. Alors là, vous voyez, là, on est dans un truc où on se dit, on est avec les parents, ils apprennent en même temps que nous l'identité de la victime comme étant quelqu'un de leur famille très proche, quoi. Et leur fils est en train de faire le tour du quartier. Il a été interpellé rapidement par une voiture qui l'a pris à la course-poursuite. Et voilà, quoi. Et donc là, la famille est détruite, en fait, en quelques minutes. Le fils va partir, évidemment, dans un hôpital psychiatrique et la grand-mère est là. Puis là, ah ouais, c'est... Waouh. Et justement, c'est une bonne transition par rapport à ce dont je voulais parler, c'est l'aspect psychologique. Parce que comme tout à l'heure, vous l'avez dit, vous travaillez avec la mort, mais il faut vivre. Mais je pense que vous ne pouvez pas sortir indemne de toutes ces scènes de crime que vous avez pu voir dans votre carrière. Et justement, vous en parlez quand même d'aspect psychologique qui est très, très important. Je vais lire un peu page 49, vous parlez de l'empreinte psychologique. Là, c'était juste après l'affaire Charlie Hebdo. Nous allons devoir vivre avec ce que nous venons de voir. Les psychologues, lors de notre formation, l'identification des victimes, nous expliquent qu'une mort n'efface jamais la précédente, mais qu'elle s'additionne. Nous classons ces images dans notre mémoire, bibliothèque,
comme quand nous partons en voyage et que nous devons bien ranger nos affaires. Dans une valise, pour une même taille de bagage, l'un d'entre nous pourra mettre 2 pantalons, 3 pulls, 10 paires de chaussettes, 10 caleçons et sa valise sera pleine. Un autre va pouvoir y ranger sans difficulté 2 ou 3 fois plus d'affaires, 10 pantalons, 13 chemisiers, etc. Enfin, la dernière personne, dès qu'elle aura mis 1 ou 2 vêtements, ne pourra plus renfermer son bagage. C'est à ce moment-là qu'il devient problématique, voire dangereux de vouloir continuer à exercer un métier en contact avec la mort. On ne sait jamais quand notre valise mémoire est pleine. Il peut y avoir des signes de dépression, de prostration, des comportements douteux et des paroles déplacées. Cela doit attirer l'attention et la réaction de l'entourage. Le groupe doit être en permanence à l'écoute de chacun. Vous, justement, là, vous parlez de valise. Quelle était votre capacité de... Tant qu'on ne peut pas le savoir, tant qu'on arrive à la refermer, quoi. C'est quand elle n'arrive plus à se refermer qu'il y a la goutte d'eau là, qui fait déborder le vase. Hein, c'est l'autre expression qu'on peut aussi appliquer. Moi, j'ai toujours pu refermer ma mémoire valise, mais ma mémoire bibliothèque. C'est classé quelque part. Alors, si vous me demandez là, quel est le dernier mort que j'ai vu, je vais être obligé de réfléchir et tout. Je vais retrouver et puis je vais en parler. Mais ça ne me terrorise pas et ça ne me hante pas au quotidien ni les nuits, mais je les ai quelque part dans mes tiroirs de rangement. Mais j'arrive toujours à refermer cette mémoire valise pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous dire jusqu'où la capacité peut aller. C'est parce que c'est pour revenir même à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez vu tout type de mort, en fait. Les overdoses, les assassinats, tout. Eh ben oui, mais parce que ça, c'est le métier qui fait ça, puisque quand on fait ce métier-là, c'est pour ça, en fait. Quoi. Donc, est-ce que vous avez été amené justement à consulter des psychologues par rapport à ça? Ah oui, maintenant c'est obligatoire même. Dans la police, il y a des psychologues, je crois que c'est une centaine sur le territoire national, et à la préfecture de police à Paris, il y a des psychologues qui sont embauchés, qui sont dans les services du 36 même, et qui peuvent assister les policiers tout au long de l'année, tout au long de leur carrière, pour des problèmes personnels. Si des gens ont des problèmes personnels, familiaux, de professionnels dans leur service, tout type de problème. Donc, on peut aller voir des psychologues. Et puis, sur certaines affaires, si vous en avez besoin, vous pouvez demander des rendez-vous pour aller expliquer ce qui vous tracasse. Et elles arrivent à nous, parce que je dis elles, parce que c'est toujours des femmes à qui j'ai eu affaire, moi. Donc, voilà. Et parce que c'est les plus nombreuses, en fait, à faire ces métiers-là. Et donc, elles vont nous expliquer, mettre des mots de professionnels sur des choses qu'on a vues, qu'on a faites, qu'on n'a pas entendues, mais pas toujours peut-être très bien comprises. Et ça va nous permettre de continuer à avancer et aller plus loin. Mais maintenant, pour toutes les affaires extraordinaires dont je vais parler, là, après, dès le tsunami, ça a commencé au tsunami, quand on est revenu du tsunami, c'était obligatoire, débriefing obligatoire avec les psys. Donc on y allait soit de manière individuelle, soit en groupe, peu importe, mais on y allait. Pareil pour les crashs, pour tous les services importants, comme ça, toutes les affaires importantes, c'est obligatoire. Et comment vous faisiez justement pour pouvoir ne pas y penser? Quelles étaient vos activités Alors, moi, j'ai toujours... à côté de ça, je dessine, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je soude du métal, j'écris aussi, du théâtre, de la poésie. Alors après, j'ai écrit des bouquins plutôt professionnels, mais des histoires aussi de fiction. Donc ça, c'était un dérivatif. Et puis, j'ai toujours eu plein de copains quand même. J'aime beaucoup le cinéma, sortir, et le théâtre en particulier. Donc, j'allais souvent au spectacle. Donc, non, j'avais une activité assez soutenue à l'extérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours séparé deux vies, quoi. La vie professionnelle et la vie pour vivre. La vie professionnelle aussi, c'est pour vivre. Mais dans ma vie professionnelle,
On vit avec la mort un peu quand même, hein, dans ce métier-là. Alors que euh, la vie du quotidien, la vie personnelle, c'est, euh, il faut en profiter, hein. Comme disait un de mes collègues, et ça j'aime beaucoup cette expression, hein, il n'y a pas de second tour de piste, hein. Quand on franchit la ligne d'arrivée, c'est fini, hein. On est mort, après il n'y aura plus rien, quoi. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant, de sympathique, d'agréable à faire et à trouver et à partager, faisons-le maintenant tant qu'on est vivant, hein. Deux questions. Est-ce que vous avez eu, ce que vous, après, peut-être vous ne le savez pas, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur vous par rapport à votre métier? Sûrement, sûrement, mais moi, je peux pas. En fait, je ressens pas de douleur particulière, ni morale, mais moi, j'ai pas de tabou particulier, ni avec une culture, ni avec la vie, avec la mort. Le- Alors, j'associe ça à quelque chose. Je reviens toujours dans l'enfance. Là, vous allez me dire, ah ben là, ça y est, on est parti dans la séance psy et tout. Mais non, mais quand j'étais élevé à la ferme de mes parents, de mes grands-parents, pour nous, la vie et la mort existent déjà. Quand on est tout petit, quand on habite à la campagne et quand on est élevé à la campagne, la vie et la mort existent. Il y a des animaux qui naissent, il y a des animaux qui meurent. On les tue pour les manger, les poulets, les lapins, les cochons, Non, mais c'est vrai, ça Non, existe c'est vrai. déjà quand on est tout petit. On voit nos animaux autour de nous, pareil, vivre, s'élever, disparaître, partir. Et les saisons, c'est pareil. Les saisons, c'est des cycles naturels pour moi. C'est quelque chose qui existe. Les 4 saisons, c'est marqué par des travaux à la ferme, par le printemps. Pour moi, c'est la vie, c'est la saison que je préfère. C'est la vie, c'est la renaissance, etc. Après, l'hiver, ça va être plus compliqué parce que... Donc, tout ça, pour moi, je l'ai intégré avant de rentrer dans la police. En fait, c'est des choses qui me paraissent naturelles. Alors, évidemment, voir des gens, après, c'est pas pareil. Il y a quand même un impact. Il y a quand même un impact. On sait bien que un corps d'un humain, c'est pas la même chose que quand on voit un corps d'un poulet, hein, c'est sûr. Bon, mais malgré tout, j'associe ça à cette antériorité. Ouais, donc là, vous expliquez, ouais, le rapport que vous avez avec la mort, finalement, c'est quelque chose que vous avez connu depuis petit avec Bah les ouais, animaux. avec, Mais justement, ça, il y a une question qui me vient, c'est quand vous travaillez comme ça avec la mort en permanence, hein, quand vous travaillez en tout cas, euh, à l'imparfait, euh, est-ce que on banalise entre guillemets la mort? non, on banalise pas la mort, mais il faut quand même trouver une distance à mettre avec elle. On banalise pas la mort, hein, mais il faut se dire, voilà, je suis là pour une mission, moi. Mhm. Je suis formé, c'est mon métier, je suis formé, je suis payé aussi pour faire telle ou telle mission. Je vais le faire. Mais je ne rentre pas dans le pathos, dans l'empathie totale avec ce que je vois. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas, je ne peux pas être concerné par ça personnellement. Je le suis professionnellement, mais je ne le suis pas personnellement. Vous voyez, c'est ça il faut séparer les deux choses, hein. Sinon, c'est pas possible, hein. Sinon, vous ne De pouvez toute pas façon, avancer. vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit il y a des collègues qui n'ont Ah pas bah oui. tenu. Ah bah non, mais bien sûr, hein. Après, si ça prend le pas sur votre morale et sur votre manière de vivre et d'être au quotidien et tout, là, il faut arrêter, c'est pas possible, hein. Mais c'est pas spécifique aux policiers qui font ça. Les pompiers, c'est la même chose. Un chirurgien, c'est la même chose. Des Sûr. infirmiers, des infirmières qui sont en fin de vie dans dans des secteurs de fin de vie qui accompagnent les malades qui vont mourir dans les heures ou dans les jours qui viennent. Comment vous croyez qu'ils sont ils doivent faire une mission, ils doivent les accompagner, mais ils ne peuvent pas rentrer dans l'intimité des gens en disant ils font partie de ma famille, je les connais bien, je les aime, etc. C'est pas possible, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, c'était parce que je me suis dit, vous travaillez peut-être que, mais effectivement, vous avez très bien répondu
à la question, maintenant, j'aimerais parler aussi justement du rapport que vous avez avec des fois les familles des victimes. Comment vous... Alors, moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec les familles des victimes. Ça s'est toujours bien passé. Dans le cadre d'identification des victimes de catastrophes, donc quand on est dans le groupe antémortem dont on parlait, donc on est en rapport avec eux, on les a au téléphone. Alors là, les premières minutes, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit comment ça va se passer, comment ils vont réagir. On a peur c'est la première fois que vous devez appeler quelqu'un et vous ne savez pas trop si ça va être convivial ou pas convivial. Vous hésitez quand même et vous vous dites, ah bah, bon, et puis non, jamais ça se passe de manière désagréable. Ils sont affectés forcément parce qu'ils vivent par une douleur extrême. C'est violent pour eux. Donc, on les écoute, on leur donne nos noms, nos prénoms, ils savent qui on est, et puis on va être leur référent s'ils doivent nous contacter au fur et à mesure des jours. Donc voilà, et ça se passe bien, aussi bien que ça peut se passer dans des cas comme ça. Ils ont perdu des gens autour d'eux, voilà. On essaye de faire le maximum pour eux et d'être un peu leur béquille, j'allais dire, leur bâton sur lequel ils puissent un peu s'appuyer pour continuer à espérer qu'on retrouve ceux qui sont disparus quand ils sont loin dans des pays étrangers, quand c'est une vague qui les a emportés, donc ils comptent sur nous pour les identifier et puis pour leur ramener. Et tout à l'heure, en off, on parlait du travail en équipe. Pour vous, c'était quelque chose de très important, finalement, pour tenir aussi dans la durée, dans ce métier. Ah oui, dans la police, le solitaire, ça n'existe pas. C'est pas comme dans les films ou dans les télés, où c'est le commissaire Colombo qui fait tout seul de A à Z et tout. Ça, non, ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, comme on en a parlé, il y a le service d'enquête, il y a la police scientifique, il y a les magistrats, il y a la hiérarchie qui est là. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et les groupes qui interviennent sur le terrain sont souvent plusieurs, bien sûr, soudés et comptent les uns sur les autres. Quand, même quand il y en a qui ne sont pas d'affaires, comme on dit, qui sont au bureau, et si l'équipe qui est allée sur le terrain vient de subir quelque chose d'un peu traumatisant, difficile, quand elle rentre au service et qu'elle commence à en parler, tout le monde écoute. Tout le monde est un peu en empathie avec elle et puis ils s'échangent leurs expériences, leurs informations et ils se soutiennent en fait. Parce que demain, c'est vous qui allez sortir et qui allez revenir avec quelque chose que vous allez vouloir bien raconter aux autres. Alors, s'ils ne vous écoutent pas et s'ils vous disent « Ah bah non, ton affaire, ça ne m'intéresse pas » et tout, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Non, le groupe est très important. Le groupe est très important. Il y en a qui sont... c'est pour ça, des fois, on dit... Que les flics arrivent à recréer des groupes importants, presque des familles, parce que alors après, ça peut aller aussi trop loin, c'est-à-dire qu'ils sortent ensemble, ils vont là en vacances ensemble, etc. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais il y a un sentiment d'appartenance à ces groupes-là assez important. Et Gilles, vous êtes père de famille, vous avez 2 enfants. Si vos enfants, vous aviez dit papa, je veux être aussi technicien de crime. Ils auraient fait. Moi, ils voulaient être technicien de scène de crime, clown, ou alors astronaute, ou faire ce qu'ils ont fait là. Moi, ça m'était égal de toute façon. Moi, ce que je voulais, ce que j'espérais, c'est que tous les matins, ils se lèvent et ils soient contents de faire ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est d'avoir le choix, d'avoir ce luxe de pouvoir choisir un métier et de le faire avec passion et de le faire avec entrain. Et du matin au soir, se dire j'ai de la chance, c'est top, j'ai choisi ce que je voulais, je fais ce que je voulais, je vis de ce que je voulais, quoi. Il y a tellement de gens, moi, que je connais, que j'ai rencontrés, qui font des choses à contre-cœur. C'est dur, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, je fais partie de cette catégorie de chanceux, je crois.
Ouais, parce que je parlais par rapport à ça, par rapport à l'impact psychologique. Mais quand vous êtes dans des scènes de crime, maintenant, vous voyez des enfants. Est-ce que vous faites des transferts? Ah bah oui, moi ça m'est arrivé une fois. Hein. Une fois, il y a eu... C'était sur le 92, j'étais sur le 92 à Nanterre dans mon petit service local de police technique, là, et il y avait eu un accident, une explosion d'une centrale de chauffage urbain qui chauffe les communes, là, et c'était à Nanterre. Et il y avait eu 2 morts, une grand-mère et sa petite-fille, qui habitaient dans une maison juste à côté. Et le souffle, en fait, la détonation, a fait que ça les a tués. La médecin légiste de l'époque, c'est Madame Lecomte, je m'en rappelle, c'était la patronne de l'Institut médico-légal de Paris, nous avait dit même qu'elles avaient pu mourir de peur. Ça existe, on peut mourir de peur. Et la petite fille qui était là, elle avait l'âge d'un de mes fils à l'époque, hein, elle avait 5 ans, je crois, elle avait, ouais, c'est ça, 6 ans. Et donc, et là, automatiquement, en fait, c'est immédiat, c'est irraisonné. Mais vous faites un transfert, quoi. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Donc, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Mais, ouais, ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Votre métier, qu'est-ce qui vous a fait découvrir sur vous-même? C'est difficile, ça, comme question, en fait. Donc, est-ce que vous avez découvert une part que vous ne connaissiez pas de vous-même par rapport à ce métier? Est-ce que ce métier... Non, je crois que ça apprend, ça fait peut-être pas découvrir, mais ça apprend un peu plus à accentuer, à développer certaines qualités, je pense, donc d'abnégation, de résilience, de bienveillance aussi avec les autres. Et puis ça apprend une chose qui est très importante, c'est que se dire que quand ça va bien, que c'est pas la peine d'aller chercher les problèmes où ils n'existent pas quand ils n'existent pas, quoi. Moi, j'ai toujours, toujours souvent eu cette forme de raisonnement de dire ah ben c'est vachement bien, quoi. Je suis bien là. Là, c'est agréable. Là, c'est des moments où je passe, c'est agréable, voilà, quoi. J'ai pas de difficulté. Reconnaître ça, quoi. Et profiter de ces moments qui sont doux, qui sont agréables. Des fois, à ne rien faire. Des fois, à regarder un papillon ou une chenille qui traverse la route, hein, mais voilà. Ou alors... faire un voyage ou faire quelque chose qui vous plaît et de juste goûter le moment parce que ça va bien. Et donc, voilà, peut-être que le fait de voir tous ces moments où ça allait mal pour plein de gens, moi, ça m'a fait raisonner, en fait, que pour moi, ça allait bien souvent, quoi. Et donc, voilà, j'essaye de reconnaître ça. Justement, parlons de voyage, votre métier vous a fait beaucoup voyager? Ouais, alors là, j'ai eu la chance de voyager pour des missions comme ça, je suis allé donc en Arabie Saoudite. On faisait des missions de formation pour expliquer des scènes de crime ou la gestion d'attentats. Donc, je suis parti dans plein d'endroits, le tsunami en Thaïlande, mais en Arabie Saoudite, au Venezuela, à Djibouti, au Bénin, voilà quoi. Donc, en Suisse même, donc avec des collègues. Donc, non, ouais, c'était sympa ça. C'était très sympa parce que les gens par qui on est reçu là-bas sont toujours avides de savoir, de connaissances, d'informations. C'est très sympa. Ça, c'est des échanges. Ça, c'est très riche. Ça, c'est des moments où ça va bien. Et ça, c'est des moments que je goûtais aussi, quoi, qui me faisaient du bien. Est-ce qu'il y aurait une scène de crime sur laquelle vous auriez voulu travailler, qui vous vient comme ça? Alors, il y en a il y en a plusieurs, mais c'est pas forcément des scènes de crime contemporaines ou des choses qui ont eu lieu là. Donc, par exemple, moi, j'adore la période 1900. C'est une période au début
de la création de la police technique et scientifique par Alphonse Bertillon, qui était un des pionniers parisiens là, de cette police-là. Donc, il a eu, lui, au cours de sa carrière, entre 1880 et 1914, l'année où il est mort, énormément de très, très belles affaires, en fait, quoi. Donc, il y a eu le vol de la Joconde en 1911. Il y a eu la bande à Bono aussi. Hein. Il a eu un peu avant, c'était en 1908, c'était l'affaire Marguerite Stenel. C'était une demi-mondaine là, qui avait été retrouvée ligotée chez elle. Et puis, son mari et sa mère étaient mortes. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. En fait, elle avait été impliquée dans des affaires, elle avait été mise en cause, elle est passée aux assises, elle a été acquittée. En fait, c'était des affaires très, très marquantes de l'époque. Et donc, à ces époques-là, il y a eu de très, très belles affaires. La bande à Bono, je pense que c'était une belle affaire, la bande à Bono. En plus, c'était la première fois où d'un groupe, un gang, en fait, c'était un gang d'anarchistes, mais un gang qui utilisait des voitures, puisque c'était la première fois où les voitures commençaient à apparaître, pour attaquer les banques, attaquer les gens, alors que la police de l'époque n'avait pas de voiture. Hein, ils étaient obligés de leur courir derrière. L'arnaco-banditisme. Ouais, voilà. D'accord. Bah, écoutez, déjà, je remonte votre livre, donc Parmi les morts, publié chez Mareuil Éditions. Gilles, ici, on a une rubrique lecture. Est-ce que vous pourriez recommander 3 livres à lire, s'il vous plaît? Peu importe les thématiques, carte blanche. 3 livres. Alors, il y en a 3 livres. Alors, il y en a 3 que justement je viens de lire là et que je trouve sympa. Moi, j'aime bien la bande dessinée. Et il y en a une qui s'appelle Albertine a disparu. C'est une bande dessinée. Donc, c'est très bien dessiné. Ça a été écrit par François Vignol, qui est un journaliste et qui a déjà écrit Les bijoux de la Kardashian. Celui-là aussi, c'est une deuxième BD, là, Les bijoux de la Kardashian. Il y a le procès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Exactement. Ouais, et c'est vachement bien. Et un autre bouquin, c'est Alexis Lepsker qui a écrit qui est un roman polar, en fait, quoi. Et puis Esther Hervey, qui est une fille qui écrit du true crime, c'est-à-dire sur les histoires vraies. Hein. Et là, elle en a écrit un qui est très bien, qui est sur Chris Watts, une affaire américaine, un gars qui était très très bien dans sa famille, dans son couple, et qui a tué sa femme et ses enfants. Et c'est une rédaction qui est très, très intéressante, faite par Esther Hervey. Donc voilà, moi je lis un peu de tout, j'aime bien la poésie, j'aime bien le théâtre, j'aime bien les biographies, voilà quoi, au gré de mes envies en fait. Ok. Écoutez, la tradition ici, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour vous. Ben, merci. Je vous en prie. Alors, le voici. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir et le montrer à la caméra, s'il vous plaît? En espérant que vous ne l'avez pas déjà. Ah ben non, alors justement, je n'ai pas. Ah ben là, je le montre. L'Obstiné. C'est l'Obstiné. Raphaël Nedilko, qu'on a reçu ici. Raphaël Nedilko, en plus, je le connais très bien. Hein. Il était à la brigade criminelle quand on a travaillé sur plusieurs affaires ensemble. Et justement, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur un plateau de télévision qu'on avait partagé. Et donc, je suis content comme tout. Je voulais me le procurer, ça y est, donc voilà. C'est fait. Merci. Merci Audrey. Raphaël, grand monsieur, on le salue. Gilles, j'ai 3 dernières questions. Déjà, je sais que vous êtes dans la transmission, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous formez des gens. Est-ce que des fois, vous intervenez dans des écoles ou ce genre de lieux? Alors, des écoles de police, là, vous voulez dire? Écoles de police non. Alors non, pas dans des écoles de police, non. Je fais des conférences au musée de la police à Paris. Depuis que je suis en retraite, là, ils m'ont fait l'honneur de me demander de venir faire des conférences pour le grand public. Donc là, j'y parle de la police technique et scientifique avec une partie
historique aussi, pour expliquer pourquoi on en est arrivé là, et puis des moyens modernes maintenant. Non, et puis non, voilà quoi. Et puis j'ai fait, bon là il y a il y a des projets en cours là. Bon, je peux pas en parler, mais c'est des choses qui vont se passer, mais qui ont trait aussi avec les écoles. Avec une transmission et puis un concours de nouvelles policières aussi. D'accord. Qui est organisé par le ministère. Très bien. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je vous pose la question, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Bah, pas comme poids lourd, hein, parce que... non, ben... Non, un gars normal, hein, un gars normal qui a essayé de faire son boulot comme il a pu, au mieux. Et puis voilà, quoi, qui aime partager les choses, et puis avec convivialité, et puis sympathie, quoi, voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour l'instant, souhaitez-moi que ça continue comme ça, parce que ça va bien. Je le sais, pour moi, c'est un bon moment, et celui que je viens de passer avec vous en est un, et je le sais aussi, quoi. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir accueilli et invité. Ah, vous me devancez, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour vos mots, pour le partage de savoir, les explications aussi, parce que moi, il y avait peut-être des pierres d'achoppement que je voyais qui se sont éclaircies grâce à vos propos, et je vous en remercie. En tout cas, vous avez fait un métier très intéressant qui est en vogue aujourd'hui avec les séries, etc. Et sauf que vous avez vu la réalité, quoi. Et ça n'a pas forcément causé trop d'impact chez vous, ce qui est remarquable. Parce que, effectivement, voir des cadavres tout le temps, dans tous les sens. Ouais, c'est pas tout le temps non plus, hein, c'est pas toutes les heures, à chaque heure, mais on en voit quelques fois, évidemment, mais... des fois, il suffit d'une fois. Hein. Oui, des fois, il suffit d'une fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais ça, je peux pas l'expliquer. Ça, je peux Il pas... suffit d'une fois, mais en tout cas... Non, je peux pas expliquer, mais ce que je voudrais dire, c'est pour les jeunes, pour ceux qui ont envie de faire ça, de le voir, ce sont des métiers passionnants. Je sais que beaucoup de jeunes, à chaque fois que je fais des conférences ou des tables rondes lors des signatures qu'on fait pour les livres, etc., ou des salons dans lesquels on va, c'est vrai que les gens viennent nous voir et sont un peu intrigués par les coulisses et tout, et se disent « Ah ben moi, c'est un métier que j'aurais aimé faire. » Souvent, on entend ça. « Ah ben c'est dommage, moi, j'aurais aimé faire ça. » En fait, je crois que les gens sont intrigués aussi par ce côté noir, là, jusqu'où la noirceur de l'âme humaine peut aller pour créer le criminel, pourquoi il en arrive là, etc. Mais il faut pas vouloir faire ces métiers pour ça, que pour la psychologie, et que pour aller voir l'âme des tueurs. Hein. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Hein. C'est pas un sport. C'est pas un jeu. Bien sûr, c'est pas un jeu. Donc voilà. Donc mais il y aura de la place, et il y aura toujours de la police technique et scientifique, et de plus en plus pointue, de plus en plus développée. Et il y aura aussi toujours des criminels, hein, je pense. Donc voilà. Mais ne faites ces métiers que si vous avez envie de le faire, et si vous y êtes bien. Voilà quoi. Ne pas forcer les choses. En tout cas, j'espère que ce sera entendu. En tout cas, merci pour vos mots encore une fois, Gilles. Merci d'être venu, et merci pour le partage en tout cas. Merci Audrey, merci à vous. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.